Bonjour à tous. C'est super, il y a du monde. Donc la dernière conférence de cette longue journée intense et enrichissante de la journée de la création d'entreprise. On arrive sur la dernière conférence qui sera animée donc du coup par Mathieu Douchy. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu ce matin si vous avez suivi d'autres conférences. Et puis aussi également par Alexandra qui est consultante formatrice créatif. Et donc, cette conférence, elle est dédiée aux professionnels de l'accompagnement en entrepreneuriat. Et le but, c'est vraiment de vous donner tous les facteurs clés de succès pour mieux accompagner les créateurs d'entreprises et les porteurs de projets, puisque bah, voilà, Créatif est né en 2010. Donc, on a une certaine méthodologie qu'on aimerait vous faire partager lors de cette conférence. Pour ceux qui nous ont rejoints juste uniquement pour cette conférence, sachez que vous pouvez poser vos questions dans la petite rubrique Q&R, donc questions-réponses. On les sélectionnera et donc Morgane et Paul qui sont avec moi y répondront et puis en fait après on les transmettra également à Mathieu et Alexandra en fin de conférence. Donc n'hésitez pas pour gagner en interactivité de poser toutes vos questions, c'est bien le but aujourd'hui. Sachez également que vous recevrez le support de présentation dès demain par mail et n'hésitez pas à checker vos spams si ce n'est pas le cas. Cette conférence est également enregistrée. Vous recevrez un replay vidéo dès la semaine prochaine. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je vous laisse la parole, Mathieu et Alexandra. Merci Juliette. Je crois que c'est moi qui ai la main sur les slides. Donc du coup, voilà, j'avance. Donc Mathieu Douchy, je suis le président et fondateur de Créactif. Alexandra, je te Et laisse te moi, je suis présenter. donc consultante et formatrice en entrepreneuriat, pour Créactif notamment, et formatrice de consultants et formateurs aussi en entrepreneuriat. Et donc ce que disait Juliette, un petit peu différemment des autres interventions de la journée, là, on est sur une intervention à destination des conseillers à l'entrepreneuriat, donc des personnes qui accompagnent des entrepreneurs, pas les entrepreneurs eux-mêmes. Et donc on va revenir sur la méthode créative qu'on a éprouvée auprès de 25 000 entrepreneurs. Euh, je vais vous expliquer très brièvement ce qu'est Créactif. Je vais vous expliquer rapidement déjà qui je suis. Donc Mathieu Douchy, j'ai créé Créactif après avoir entrepris. J'ai créé plusieurs structures, certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. Euh, et puis, suite à une expérience entrepreneuriale, entre guillemets, qui n'a pas fonctionné, j'ai pris un poste de conseiller à l'entrepreneuriat chez Sémaphore, le groupe Sodi, pour ceux qui connaissent, et j'ai eu l'occasion d'accompagner des territoires, des personnes en PSE, PDV, des personnes en CRP, maintenant je crois que ça s'appelle CSP, euh, et puis c'est là où j'ai eu l'idée de Créactif que j'avais proposé à ma boîte de l'époque, et puis ça les a pas intéressés, donc du coup j'ai lancé Créactif. Donc je connais bien votre métier. Au-delà de connaître évidemment le domaine de la formation, la partie accompagnement, c'est quelque chose par laquelle je suis passé. Je suis le président et fondateur aussi de la Fondation Créatif Initiative, qui fait la même chose que Créactif, mais de manière bénévole depuis 2015. Et on accompagne 200, 300 jeunes des QPV par an depuis 2015. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, pour la petite présentation de Créactif. Et Créactif, on intervient sur toutes les thématiques de l'entrepreneuriat, compta, gestion, comme vente, et encore RH management, sur toutes les thématiques, tous les métiers. Euh, on va avoir du gîte, on va avoir de l'artisanat, on va avoir du consultant, du formateur, restauration, etc., etc. On intervient sur tous les secteurs dans la mesure où on a accompagné plus de 25 000 entrepreneurs. Évidemment, on touche à peu près à tous les secteurs. On a à peu près 120 formateurs qui sont spécialisés sur des thématiques différentes. Donc, du coup, évidemment, ça nous permet de toucher tous les besoins. À toi, Alexandra. Je crois que, je ne sais pas si tu avais, une slide ou non, tu Oui, n'avais pas de tu slide, peux me mais remettre je la sais. slide d'après. Je vais, D'accord, je ok. vais pouvoir voir si le cabinet pour lequel je travaille le plus est dans celui-ci, mais non. Moi, j'ai travaillé tout comme Mathieu, comme entrepreneur moi-même, hein, et famille d'entrepreneurs dans plusieurs structures, dans le domaine notamment des métiers d'art, de l'immobilier et du commerce de proximité.
Et ensuite, j'ai fait un petit virage justement côté conseil. J'avais envie aussi de partager toutes ces connaissances tout en gardant quand même un petit pied dans les entreprises familiales. Et c'est vrai que j'ai travaillé moi pour un gros cabinet qui s'appelle LHH, Exaltedia. Et je travaille aussi beaucoup avec des personnes de France Travail sur des accompagnements conjoints et je forme aussi des consultants d'entrepreneuriat dans ce cabinet et dans d'autres structures. Je travaille aussi de près avec des personnes de la PEC. Donc, le métier d'accompagnant, et j'ai travaillé aussi dans l'associatif quelques temps, notamment à l'ADI et à la PGE. Donc, c'est vrai que et je suis coach. Donc, il y a sans doute aussi un certain nombre de coachs ici aujourd'hui. Donc, business coach, on va dire. Hein. C'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont très exigeants, vraiment, et que l'entrepreneuriat est très particulier finalement. Un consultant qui accompagne sur de l'emploi a souvent envie de se former aussi sur ces sujets. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous. C'est un monde qui peut faire un petit peu peur. Finalement, c'est très intéressant et n'hésitez pas. Moi, j'ai formé beaucoup de gens qui étaient inquiets au départ et finalement qui sont très contents aujourd'hui parce que c'est vraiment très satisfaisant, vraiment, hein, d'accompagner des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs qui sont des gens finalement qui ont de l'allant, quoi, vous voyez, qui aiment, qui ont vraiment des rêves et qui on les aide à les concrétiser. Ou d'ailleurs, quelquefois aussi, à leur faire comprendre que ce rêve-là, c'est peut-être pas tout à fait réaliste, hein, ça arrive aussi, bien sûr, mais le métier en lui-même est vraiment passionnant. Alors, je vais pas dire le contraire, hein, dans la mesure où ça fait 16 ans que je le fais, à peu près. Euh, et donc, du coup, depuis 2015, donc assez rapidement au final, puisque 5 années après la création de Créactif, on s'est dit, euh, c'est quand même assez compliqué d'accompagner les entrepreneurs. Nous, on a appris des choses au contact de ces entrepreneurs, et on s'est dit très rapidement, eh bien, on va partager ce qu'on faisait. Du coup, on l'a fait beaucoup en formation du soir. Bon, il y en a certains, j'imagine, d'entre vous qui sont passés par ces formations. Et on a formé plus de 500 conseillers à la création d'entreprise. Après, on a travaillé pas mal avec des gros organismes comme le ministère des Armées, où on a été en charge de la formation de tous les conseillers mobilité, etc., etc. Donc voilà. Mais donc du coup, c'est pas un sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire qu'on fait depuis longtemps en parallèle de la formation à la création d'entreprise. Euh, et donc on y vient, enfin on va avancer rapidement parce que le temps passe vite. Attends, Mathieu, Qu'est-ce que... je Oui, permets juste de te couper parce que du coup, j'ai des petites questions en privé. Juste, cette conférence, elle est bien dédiée aux professionnels de l'accompagnement entrepreneurial et non à des créateurs d'entreprises. Voilà, on est sur Oui, une autre cible. Donc voilà, c'est pour que ça soit bien clair. Je pense que vous l'avez bien expliqué, mais je préfère le redire et je te laisse enchaîner, Mathieu. merci Juliette. Oui, j'avais réexpliqué la chose pour être certain que ça soit compris, mais c'est vrai que la subtilité peut ne pas être comprise parfois. Donc l'accompagnement à l'entrepreneuriat en France, c'est assez particulier, puisque en 2000, il faut imaginer que on est à peu près à 200 000, je crois, créations d'entreprises, et en 2022, on est autour du million. Voilà l'évolution de l'entrepreneuriat en France. Donc on passe de 200 000 à 1 million par an de création d'entreprises par an. C'est astronomique. On fait x5 en 20 ans. Donc c'est énorme. C'est vraiment, enfin voilà, on peut pas, il n'y a pas beaucoup de domaines où il y a une croissance aussi importante. Et, et le problème, c'est qu'évidemment, eh bien, ça reste un métier compliqué et il y a plein de choses à apprendre. Et, euh, et d'ailleurs, les études qui ont été réalisées dans l'accompagnement des entrepreneurs, sur les entrepreneurs qui ont été accompagnés, démontrent que les entreprises qui sont accompagnées, formées, sont plus pérennes que les entreprises qui ne le sont pas. Donc du coup, on se rend bien compte de la difficulté, on voit l'évolution. euh, et donc évidemment, ça amène à une problématique qui est, bah, vous êtes tous confrontés à rencontrer des entrepreneurs et de plus en plus fréquemment, et vous n'êtes pas forcément équipés pour les accompagner. Et donc c'est pour ça qu'on vient partager un petit peu tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails du lancement de l'auto-entreprise, qui a eu un impact énorme et qui a fait aussi évoluer l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat en 2000, si je ne me trompe, l'entrepreneuriat dans les années 2000,
globalement, reste assez capitalistique, enfin, va nécessiter encore un peu d'argent pour se lancer. C'est-à-dire, en 2000, si je ne me trompe, il n'y a pas de micro, il faut 50 000 francs pour se lancer. Et donc, du coup, c'est quand même pas du tout la même situation qu'aujourd'hui, où aujourd'hui, on peut tous être entrepreneurs. Et évidemment, c'est quelque chose qui concerne de plus en plus de personnes, donc du coup, qui va être amené à se développer. Euh, on avance pour rentrer un petit peu plus dans les détails de l'accompagnement. Alors, Alexandra, oui. on se... Alors sur l'accompagnement, évidemment, hein, qu'est-ce que ça veut dire accompagnement? On peut y mettre beaucoup de choses. Ce mot-là, l'important, je pense, c'est de l'interpréter vous-même à votre manière et d'y mettre votre propre style, en gardant toujours en tête que vous ne faites pas à la place d'eux. Hein, c'est surtout ça. Mais voilà, là-dessus, c'est vrai que aller avec, hein, comme on dit, cheminer côte à côte, c'est vraiment des images qui sont parlantes. Oui, on parle même de maillotisme. Enfin, je pense que tu voulais pas utiliser le terme, il est peut-être un peu technique, mais de faire accoucher d'eux et pas rendre dépendant d'eux. Très clairement, Exactement. l'accompagnement, c'est ça. Enfin, voilà. Je te laisse continuer, Alexandra. Ça, c'est important. Non, non, mais du coup, là, vous avez un petit peu plus de détails, hein, sur ce sujet-là. C'est vrai que dans l'accompagnement, il y a beaucoup de choses finalement. L'accueil est très important. La façon dont vous allez vraiment prendre contact avec le porteur de projet, les premiers contacts notamment, euh, vont vous servir aussi à mieux comprendre à expliciter le projet. Quelqu'un qui vous dit qu'il va faire de la vente en ligne, ça peut être des choses très, 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 très différentes en réalité. Hein, donc là-dessus, c'est vraiment des questions éclairantes, hein, que vous allez finalement poser pour vous faire une meilleure idée du projet, essayer de comprendre ce dont la personne a besoin au premier abord. Dans votre posture d'information et de conseiller, là, vous allez être plus factuel, hein, finalement. Là, c'est vraiment vous qui apportez quelque chose, mais vous allez apporter aussi finalement des outils, des ressources dont la personne pourra se servir, l'orienter vers des partenaires si besoin, pour des professions réglementées notamment, hein. Et puis l'accompagnement à proprement parler, euh, ça va finalement être cette idée, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, de rendre le créateur autonome, hein. Et vous allez aussi avoir un apport dans le montage de son projet. Vous allez pouvoir lui apporter des outils. Alors nous, on vous équipe, hein, évidemment, dans les formations qu'on propose pour les conseillers. On vous accompagne aussi bien pour comprendre la posture que pour obtenir des trames qui vont permettre à votre porteur de projet de finalement euh, élaborer ce projet de manière convaincante et de mettre les choses noir sur blanc. C'est très, très important, hein, mais bien entendu, c'est toujours lui qui est à l'origine de son idée, qui va développer les choses à sa manière, mais bien entendu, vous, votre rôle, il est de lui apporter aussi une méthodologie pour faire tout cela correctement. C'est très difficile de partir de la page blanche en réalité. Avec des trames, on y arrive beaucoup plus facilement. Des trames et un accompagnement humain. Je te laisse poursuivre. Et justement, alors n'hésite pas, hein, à reprendre la parole, Mathieu, hein. Euh, on est un petit peu dans les... Je regarde aussi le temps Oui, oui, c'est pour ça. et Je vais un voilà, petit peu pour vite, ça. mais on vous communiquera ces slides, hein, bien sûr, que vous avez vus, hein. Donc c'est vrai que on ne va pas forcément entrer dans tous les détails, mais cette logique d'ouverture, elle est très importante parce que vous avez déjà l'habitude, sans doute, hein, pour tous ceux qui sont déjà professionnels de l'accompagnement, c'est déjà dans votre logique. Mais dans l'entrepreneuriat, quelquefois, encore plus. Parce qu'il y a vraiment des projets qui peuvent paraître très surprenants au premier abord et qui sont en réalité de bons projets rentables. Et ça peut bousculer vos croyances, hein, justement, sur ce qui peut fonctionner ou pas. Et quelquefois, on a vraiment des surprises, hein. Euh, c'est vraiment sur l'ouverture, par exemple, hein, moi j'ai accompagné aussi bien des personnes qui vendaient de la lingerie coquine que des vêtements modestes. Alors moi, je ne connaissais pas ce que c'était, hein, les vêtements modestes, c'est des vêtements justement qui sont utilisés pour, comment dire, être en accord avec certaines religions, enfin, un mode de vie, etc. Et puis à côté de ça, vous avez aussi des personnes qui vont vous faire des vêtements éthiques, fabriqués en France à partir de produits recyclés. Et chacune de ces personnes
va pouvoir faire quelque chose de rentable. Vos préjugés à vous doivent être mis de côté, finalement. Bien sûr, l'écoute active, ça en général, vous savez tous le faire si vous accompagnez, mais c'est toujours un sujet. On a toujours l'impression qu'on est en écoute active et quelquefois, on ne l'est pas tant que ça. Questionner sur le sens, c'est très important. Comment vous voyez les choses à long terme, aider le porteur de projet à se projeter, ça va être en relation avec le sens, hein, finalement, beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Si la personne, elle n'a pas une idée assez claire, finalement, de ce vers quoi elle veut aller, ça va être plus difficile pour elle. Et puis, amener de son porteur de projet à se confier. Alors, la confiance, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui va se construire sur la durée. Là aussi, votre capacité à être dans une logique d'ouverture et à ne pas plaquer vos croyances par rapport à celles de la personne que vous avez en face de vous va bien sûr contribuer à la confiance qui va être créée entre vous. Et puis, j'aurais tendance à dire aussi, lui faire confiance de manière un petit peu sans condition à la rigueur. Vous voyez, au début, même si le projet vous paraît vraiment pas très réaliste, avancez. On aura toujours le temps de se dire c'est pas réaliste. Mais vous, au départ, il vaut mieux partir dans quelque chose qui soit assez optimiste, de manière à ce que les premiers rendez-vous se passent bien. Si la personne se ferme au début, c'est terminé ensuite. Si elle sent que vous la rejetez, enfin que vous rejetez son idée dès le départ, l'accompagnement ne peut pas se poursuivre. Et puis bien sûr, alors ça en revanche, la pousser à explorer, à aller sur le terrain pour qu'elle se rende elle-même compte des réalités du terrain. Ça va être essentiel. Et c'est quelquefois très difficile parce que vous avez des gens qui ont envie de rester dans le rêve. Voilà. Donc, leur dire, allez voir les concurrents, par exemple. Est-ce que vous êtes allé parler avec les concurrents? Les gens ont très peur de faire ça, alors que c'est essentiel. Voilà. C'est même l'erreur classique C'est l'erreur classique. de faire son projet chez soi, bien au chaud derrière son écran Oui, et de jamais rencontrer un client, jamais rencontrer quoi que ce soit, qui que ce soit, et puis au bout d'un moment, au bout d'un an, accoucher de quelque chose évidemment qui aboutira à rien parce que ça correspond à rien puisque ça n'a jamais été validé avec une personne tierce. exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, à côté de ça, vous avez des personnes quelquefois qui sont très dégourdies, très terre à terre, un peu. Et le niveau d'études n'est pas du tout un critère, hein. C'est même quelquefois le contraire. C'est-à-dire des personnes qui intellectualisent trop vont rester dans ce que tu décris, Mathieu, dans une sorte de projet in vitro, alors que des personnes qui auront fait moins d'études vont être plus pragmatiques quelquefois et quelquefois ont une vraie intelligence entrepreneuriale et intelligence tout court d'ailleurs, hein. Et on le voit, il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui n'ont pas fait d'études, hein, finalement. Mm. Et je pense que ce qui caractérise un entrepreneur, il n'y a pas grand-chose au final hein, qu'on a réussi à démontrer scientifiquement. Euh, mais par contre, il y a un aspect, c'est le fait de faire des choses. C'est bête, mais de passer à l'action, ça c'est quand même quelque chose qui ressort fortement chez les entrepreneurs qui, entre guillemets, réussissent. Et donc ça, il n'y a pas de diplôme pour ça. Et je suis assez d'accord avec toi, Alexandra. C'est vraiment pas une question de diplôme, loin de là. Au contraire, celui qui intellectualise trop tout ça, qui va pas assez rapidement sur le terrain, qui n'avance pas, qui n'arrive pas à se mettre en mouvement, même si vous êtes là pour l'aider aussi, bon, bah, malheureusement, demain, il sera tout seul, hein, voilà. On enchaîne. Et voilà, exactement ce que tu disais. Donc, Euh, bienveillante, adaptative, orientée vers le mouvement. Je me rappelais pas de la slide, mais du coup, vas-y, je te laisse, non, Alexandre. non, non, mais c'est tout à fait ça, hein. À la fois, tous les qualificatifs sont importants. Et là, vous voyez, cette approche créative, alors donc c'est celle qu'on qu'on veille à transmettre, hein. Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, vous allez trouver votre style. Et il va être différent selon les personnes, hein, et selon les personnes que vous accompagnez également. Moi, j'accompagne beaucoup de dirigeants, voilà, des personnes qui ont eu de très très bons postes, qui ont une autre façon de voir les choses. Mais à côté de ça, avec chaque personne, vous devez à la fois être vous-même et trouver le style de relation qui va fonctionner pour créer cette relation de confiance, hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'être beaucoup challengées, d'autres qui ont besoin d'être rassurées,
Voilà, c'est très subtil tout ça. Et puis, toujours encourager la proactivité, bien sûr. Et également, alors ça, on le verra aussi, parce qu'il y a aussi du technique dans cet accompagnement. Ce n'est pas juste du coaching, entre guillemets. Il y a aussi vraiment des sujets qu'il va falloir analyser, notamment sur comment dire, du juridique, de la réglementation. Il va y avoir de la réflexion, il va falloir poser des chiffres. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, finalement. Et tout ça, ça va faire partie de votre accompagnement et de l'approche qu'on vous propose. Avec toujours cette idée de mettre le porteur de projet au centre, qu'il se sente respecté dans sa progression à lui. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de temps. Alors, il faut quand même les pousser à l'action, néanmoins. Mais certains ont besoin d'un peu plus de temps. Certains aussi ont besoin de passer par plusieurs projets. Ça peut arriver. Moi, j'ai eu de très, très belles réussites, mais vraiment, alors qu'on était passé par 2 projets précédents qui n'étaient pas allés au bout parce que c'était manifestement pas rentable et la personne s'en était rendue compte. Et au 3e, ça a été un succès avec une boîte qui fait plusieurs millions d'euros, qui a maintenant une quinzaine de salariés. Enfin, il marche très, très bien. Donc, vous voyez, quelquefois, la progression est très différente selon les entrepreneurs. Et puis, ses compétences, ses choix à lui, c'est vraiment… ça, vous ne pouvez pas y toucher ni les remettre en question éventuellement. Vous voyez, c'est comment dire… la personne, elle vous dit qu'elle va le faire. Bien sûr, vous pouvez vérifier si des formations sont utiles, etc. Mais après, là, on parlait de coaching, par exemple. Il y a certains coachs que moi, j'ai accompagnés qui n'étaient pas les meilleurs, qui n'étaient pas des majors de promo, vous voyez, qui étaient assez finalement terre à terre ou qui faisaient les choses d'une manière qui me semblait pas forcément… et qui sont persévérants et qui y croient et qui réussissent très bien. Alors que d'autres qui étaient brillants, finalement, se laissent atteindre par le premier obstacle et puis ça s'arrête là. Donc ça, c'est très important de se dire, vous n'avez pas la clé de ce qui va fonctionner ou pas. Tout dépend de la clientèle. Il suffit que l'entrepreneur soit en phase avec sa clientèle. En revanche, la méthode, là, vous pouvez être en posture haute sur la méthode, c'est-à-dire la méthode que vous allez finalement intégrer ou que vous connaissez déjà, elle est importante. On ne peut pas choisir son statut juridique si on n'a pas fait de prévision financière, si on n'a pas travaillé, par exemple, sur ce qu'on doit, les investissements, sur les marges. On ne peut pas le faire dans de bonnes conditions. Il y a un ordre quand même. Et il peut y avoir des retours, enfin, il y a un côté un peu cyclique aussi, on va le voir avec Mathieu, qui va nous l'expliquer. Mais en tout cas, présenter un business plan pour des banques, il y a une manière de le faire. Et ça, vous le savez. Vous pouvez apporter quelque chose sur quoi le porteur de projet pourra s'appuyer. En revanche, sur la façon de faire, le spécialiste de son métier, ça reste le porteur de projet, ça c'est très important. Oui, puis on peut pas avoir toutes les compétences. Exactement. On peut pas connaître tous les métiers. Enfin, c'est quasi impossible. Même quand on est spécialiste sur un métier, on en apprend à chaque rendez-vous. Enfin, pour ceux qui accompagnent déjà des entrepreneurs, évidemment, vous avez dû vous en rendre compte. Donc, il faut pas partir de ce postulat. Il faut laisser la compétence métier à l'entrepreneur. Enfin, Et c'est même un son travail. piège. C'est même un Oui. piège quelquefois quand on connaît trop bien le métier, parce qu'on a tendance à projeter sa façon de faire à soi Mm. sur le porteur de projet qui va peut-être le faire complètement différemment et peut-être qu'il va le faire complètement différemment et que ça va très bien marcher. Et Oui, nous, puis il on y a de aura un grandes chances peu… qu'il le fasse. Il y a de grandes chances qu'il le fasse d'une manière alignée avec sa manière de faire, évidemment. Et donc, du coup, en effet, il y a des chances que ça fonctionne mieux de cette manière. Exactement. Bon, donc, en effet, beaucoup d'humilité dans l'approche des entrepreneurs. C'est pas si évident que ça d'avoir un jugement arrêté sur un projet, sur une personne comme ça. Mais on va y revenir à plusieurs reprises, je pense, sur ce point-là. J'avance, Oui, Alexandra? oui. Donc, ça, c'est aussi c'est un petit peu des mises en garde. Alors déjà, ce que tu disais, Mathieu, tout à l'heure, à savoir, on ne peut pas connaître tous les métiers du monde. Et c'est souvent la crainte qu'on a quand on démarre dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Alors, vous avez
vous avez des outils qui vous aident, hein, notamment sur le site BPI France Création, que vous connaissez peut-être, hein, avec les fiches, les dossiers projecteurs, avec la réglementation des différentes activités, etc. Néanmoins, il y en a beaucoup, hein. Alors, se dire que vous n'avez pas besoin d'être spécialiste de chaque métier, mais vraiment pas, déjà, ça aide à se lancer. Et bien sûr, il y a beaucoup d'humains dans cet accompagnement. Beaucoup d'humains, mais attention, c'est la même chose. Vous n'êtes pas psychologue. Vous allez avoir quelquefois des personnes qui vont vous dire je suis en burn-out ou je viens de faire un burn-out, je ne veux plus être salarié, je veux me lancer comme entrepreneur parce que je ne veux plus de patron. C'est un point d'alerte. Ça peut fonctionner, mais attention aux personnes trop fragiles psychologiquement. Et surtout, ce n'est pas à vous de les prendre en charge. Ça, vous avez aussi un petit peu l'habitude si vous accompagnez déjà. Dans le monde de l'entrepreneuriat, j'aurais tendance à dire ça peut être encore plus dangereux finalement que dans le monde du salariat où il y a quand même des garde-fous, où il y a quand Mhm. même… voilà. Donc Bah, ça, la santé du porteur de projet, c'est quand même un des sujets clés, hein, on va pas se mentir, hein. Enfin, ou en tout cas une adéquation entre le projet et la santé du porteur de projet, parce que ça peut aussi, on peut tout à fait évidemment se lancer, euh, euh, même si on a des handicaps. Mais c'est vrai qu'il faut faire très 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 attention à ça euh, parce que c'est pas, c'est sportif l'entrepreneuriat. Donc c'est assez… ouais, ouais. voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et comment dire, enfin, on va en reparler. Mais en tout cas, là-dessus, sur l'accompagnement humain, on va dire, même moi qui suis coach, vous voyez, j'ai quand même une formation, on va dire, qui est spécifique, hein, sur de l'accompagnement, on va dire, des personnes. Je ne me risque pas trop, enfin moins en réalité avec des entrepreneurs qu'avec d'autres, parce que finalement, je me dis, c'est deux terrains un petit peu différents. Et, euh, et là-dessus, il faut quand même aussi savoir vous prendre de la distance. Et d'autre part, sur le côté technique, même chose, vous allez apporter vraiment, hein, des contenus techniques. Et c'est très important de savoir le faire. C'est ce qui vous donnera de l'aisance aussi dans ce métier-là. Et la capacité aussi de ne pas vous laisser déstabiliser, hein, quand vous avez un porteur de projet qui arrive dès le premier rendez-vous en vous demandant, en vous disant qu'en gros, il a besoin de rien, sauf que vous lui indiquiez quel va être son statut ou ce genre de choses. Vous voyez, vous saurez Classique. ensuite comment répondre. Voilà, ça c'est assez classique. Mais en tout cas, vous allez apporter de la technique. En revanche, attention, vous ne rédigez pas de statut vous-même, vous ne débordez pas finalement sur ce qu'on appelle les professions réglementées, hein. Pas de juridique, pas de comptabilité à proprement parler. Et si vous faites de l'accompagnement longue durée, ce qui peut arriver d'entrepreneurs en exercice, attention aussi à la notion de gestion de fait, hein, c'est-à-dire, en gros, vous ne devez pas vous immiscer dans la gestion d'une entreprise. Ça, c'est important aussi pour les personnes qui accompagnent, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais qui accompagnent vraiment du pilotage d'entreprise, en fait. Et ça, c'est très utile aussi. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que dès le premier rendez-vous, hein, poser le cadre, c'est aussi parler de confidentialité. Alors, le NDA, l'accord de non-divulgation, ça se fait beaucoup avec les projets innovants, mais pour tout type de projet, je pense que c'est important de le rappeler, hein. Ce qu'on se dit est confidentiel. Vous allez parler de choses assez, finalement, dont on ne parle pas souvent, hein, notamment les aspects de patrimoine, la sécurité financière des personnes que vous accompagnez, hein, en dehors du fait que le projet lui-même, il peut y avoir des aspects, je ne sais pas, racheter un fonds, ou, il peut y avoir vraiment des choses qui ne doivent pas fuiter, hein. En plus des projets innovants, ça peut être d'autres sujets. Mais voilà, bien rassurer les personnes que vous accompagnez là-dessus dès le premier rendez-vous. Et puis surtout qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, comme j'ai pu le dire sur une autre conférence, qui pensent que leur idée est quelque chose qui a une valeur infinie. Donc si vous ne démarrez pas par ça, la probabilité qu'ils vous dévoilent cette idée qui est extraordinaire, en tout cas de son point de vue, est relativement faible. Et le problème, c'est que souvent, ces idées extraordinaires qui ont été partagées avec personne, évidemment, elles sont relativement complexes, pour pas dire
à côté de la plaque. Donc du coup, il vous faut absolument créer un cadre de confiance pour l'entrepreneur pour qu'il se dévoile et pour que vous puissiez l'aider, parce que c'est ça le sujet, l'aider, c'est enfin, l'amener à une réussite en bout de ligne. Enfin, donc si vous, il s'ouvre pas à vous, c'est raté. Tout à fait. Et c'est vrai que souvent, alors après, il peut y avoir des exceptions, hein, mais souvent, euh, ne pas parler de son idée, c'est courir droit à l'échec parce qu'en fait, on ne la partageant pas, on n'arrive à rien au bout du compte, hein. C'est important finalement que le porteur de projet comprenne qu'au contraire, il a plutôt intérêt à en parler aux bonnes personnes, hein. Et si c'est vraiment un projet innovant en tant que tel, ça va aller assez vite aussi sur la recherche d'incubateurs, enfin d'organismes un petit peu spécialisés finalement sur les sujets traités. Mais il faut entrer dans un écosystème, sauf exception, la personne qui a, je ne sais pas moi, de quoi financer le développement, qui a vraiment, mais c'est très rare. Et cet entretien Oui, c'est... diagnostic, oui, Vas-y, vas-y. non, je dis c'est très rare d'avoir des personnes qui ont suffisamment de fonds pour lancer eux-mêmes une idée innovante de A à Z. Mm, mm. C'est quand il faut créer le marché, quand c'est vraiment innovant, surtout l'innovation de rupture, il faut vraiment avoir les épaules solides entre le Oui, et moment très où on a souvent, c'est l'idée. des personnes qui vont se retrouver dans des écosystèmes innovants, enfin bref, et donc au final, c'est vraiment assez rare. Enfin, ces gens-là sont, enfin ceux qui ont des projets vraiment innovants, je sais pas combien de centaines enfin voire milliers d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, des projets innovants qui méritaient de ne pas être discutés. euh, je crois que j'en ai jamais eu, enfin, au final, parce que en fait, c'est jamais le partage de l'idée qui fait la mise en difficulté du projet. Enfin, c'est souvent au contraire plutôt une mauvaise compréhension de comment fonctionne l'entrepreneuriat qui fait que la personne n'a pas envie d'en parler. Et donc voilà. Oui, oui. L'importance de l'entretien diagnostique, du coup, Alexandra. Alors, l'importance de l'entretien diagnostic. Alors, finalement, vous allez pouvoir, en cours d'une discussion en plus, hein, mais on verra, il y a des outils qui peuvent vous aider aussi, hein, qu'on pourra d'ailleurs, Je crois on qu'on va les vous a envoyer préparé d'ailleurs. un On petit va cadeau, l'envoyer. voilà, Ouais. exactement. Mais en tout cas, vous allez pouvoir finalement vous rendre compte de du côté un peu euh, vraiment volontaire et motivé de la personne que vous avez en face de vous. Alors là-dessus, c'est toujours la même chose, hein. Est-ce que c'est des motivations pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein? Vous ne pouvez pas en juger de manière totalement, on va dire, tranchée, mais néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, créé par défaut parce qu'on en a marre du salariat, en gros, ça peut être dangereux. Quelquefois, ça fonctionne quand même, hein, mais voilà, ce n'est pas forcément la meilleure raison. Est-ce que c'est vraiment le projet de la personne que vous avez en face de vous? Alors ça aussi, il faut faire attention quelquefois. Quelquefois, vous avez des personnes qui sont entraînées dans des projets et finalement, ce n'est pas vraiment leur projet. Il peut y avoir des raisons autres. Est-ce que cette personne-là, elle a un certain réalisme? Et alors le réalisme, moi j'ai travaillé avec, euh, on voyait tout à l'heure l'armée, là, les petits logos du ministère des Armées. J'ai travaillé avec d'anciens généraux, dont certains, pourtant, c'est des gens d'un sacré niveau, hein, dont certains avaient une vision totalement aberrante de l'entrepreneuriat, hein. En gros, ils reprenaient une boîte en difficulté, enfin un petit truc en plus, hein, et avec un associé. Et en gros, le seul truc, c'était qu'il voulait mon général en question voulait savoir combien il allait être payé, alors qu'en fait, au départ, il y avait pas d'enveloppe pour payer qui que ce soit. Il fallait vraiment repartir de zéro. Et sans cette visibilité, il ne voulait absolument pas se lancer. Ça, c'est pas réaliste, en fait. Dans ce cadre-là, ce n'était pas réaliste, vous voyez, par exemple. Euh, En tout cas, là-dessus, vous allez pouvoir assez vite vous creuser ces sujets-là avec les questions aussi qu'on va vous montrer tout à l'heure. Est-ce que la personne, elle prend ce que vous lui donnez? Alors ça, c'est le petit carré jaune là. C'est un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, un test pour vous. Vous voyez, il y a des personnes, vous allez les accompagner, vous allez créer un petit plan d'action avec eux, et puis la fois d'après, vous vous rendez compte qu'ils ont absolument tout fait, voire au-delà de vos espérances, quoi. Et là, vous vous dites, bon, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, quand je lui dis de faire quelque chose, quand je lui suggère de faire quelque chose, il le fait et il le fait vraiment. Et en fait, voilà, vous avez des personnes, elles prennent les sujets et elles avancent, quoi. Mais vraiment.
Et d'autres, vous vous rendez compte que d'un rendez-vous sur l'autre, ou par rapport à ce que vous lui avez proposé au départ, ça dépend de vos accompagnements, de la façon dont ils sont structurés, hein, mais en fait, rien n'avance. Et ça, Mm. c'est Ils ont vraiment… des excuses, Il y a toujours une bonne excuse. Voilà, il y a eu ceci, il y toujours. a eu cela, ouais, toujours. C'était pas facile. Les concurrents, je n'ose pas leur parler. Les clients, je ne sais pas. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand même un vrai signe et vous pouvez vous en rendre compte assez rapidement. Et puis, bien sûr, il y a des questions qu'il faut poser, hein, qui vont finalement vous éclairer aussi sur les freins qui peuvent exister. Tu parlais de la santé tout à l'heure, Mathieu. Alors, bien sûr, il y a des dispositifs, notamment pour les entrepreneurs qui sont porteurs de handicap, avec des Mhm. aides aussi de la GFIP qui sont Ouais. assez conséquentes, hein. Donc ça, bien entendu, c'est absolument possible et il faut que le projet soit approprié, hein, et que la personne Mm. ait conscience finalement et une idée de la manière de travailler qui soit un petit peu un projet sur mesure pour elle d'une certaine façon. Euh, mais bien sûr, c'est toujours important, quelle que soit la situation, hein, des personnes aussi qui ont des enfants à charge, qui sont seules avec beaucoup d'enfants à charge. Moi, j'ai eu une mère de famille qui s'imaginait qu'elle allait ouvrir un resto parce qu'elle avait 3 enfants en bas âge et que donc ce serait bien parce qu'il pourrait rester dans le restaurant avec elle. Ce n'était pas vraiment une bonne idée, vous voyez, mais elle a mis du temps Bah, à s'en rendre compte. très souvent, Euh, il faut les faire redescendre sur leurs idées sur l'entrepreneuriat qui sont souvent qui sont pas bonnes. Par exemple, j'aime bien faire la cuisine, du coup, je vais devenir cuisinier dans un restaurant. Enfin, je vais ouvrir un restaurant. Alors, exactement. c'est pas la même chose de cuisiner 8 plats par jour que d'en faire 500 ou 300. La C'est restauration, pas c'est du très tout dur. c'est pas du tout la même chose, pas du tout, pas Mm. du tout, pas du tout. Et donc en fait, il y a plein de mythes comme ça à faire tomber doucement, parce que dans tous les cas, souvent les porteurs de projets sont pas réceptifs. En tout cas, ils peuvent pas tout entendre au premier coup. Mais c'est vrai que faire tomber ces mythes, c'est vraiment quelque chose, un travail important du conseiller. C'est un travail important. Et sur les obligations réglementaires, j'ai aussi eu, il y a peu de temps, un polytechnicien qui ne voulait pas croire qu'il n'allait pas pouvoir monter son agence immobilière parce qu'il n'avait pas les diplômes requis. Et pour lui, avoir fait Polytechnique, c'était à peu près comme avoir tous les diplômes du monde. Et bien non, il aurait fait une licence en droit ou en économie ou un BTS en immobilier, il aurait pu ouvrir son agence. Mais là, c'était impossible d'avoir sa carte. Et vous voyez, quelquefois, vous les prenez un peu de front, hein, mais Mm. ce diagnostic, euh, il est important justement pour identifier tous ces points euh, finalement assez rapidement. Et après, vous pouvez travailler avec les gens. Après, je lui ai dit, écoutez, la seule personne qui pourrait vous donner cette carte, sachant que vous n'avez pas le diplôme requis, c'est le président de la chambre de commerce du lieu où vous allez immatriculer. Donc, appelez-les, hein, tous, un par un, et puis vous verrez. Mais personne, mais il l'a fait, hein, parce qu'il avait des accointances dans ce petit monde-là, mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'il refasse une formation. Il a été Classique. major de promo, hein, ceci dit, dans sa formation en En immobilier plus. en ligne. Il a bien travaillé après. Donc, vous voyez, voilà, la personne, hein, ça c'est un petit peu le même sujet, mais retravailler vraiment précisément aussi. Et ça peut être important de demander à la personne de vraiment vous raconter tout simplement son parcours. Prendre le temps, alors dans certains métiers, c'est regarder le CV aussi. Pas pour tous. Moi, pour certains métiers, je ne m'appuie pas du tout là-dessus. Mais pour un consultant, par exemple, pour quelqu'un qui veut travailler d'une manière générale dans les professions libérales, souvent, on a besoin de s'appuyer aussi sur un parcours parce que c'est ce qui va donner de la crédibilité, hein, ou pour des professions réglementées aussi. Et puis, il y a aussi le réseau. Alors ça, c'est très important. Des personnes qui viennent me voir en me disant, je vais être décoratrice. OK. Est-ce que vous avez dans vos amis des gens qui font appel à des décorateurs d'intérieur? Non. Quand ils font des travaux, ils font quoi, vos amis? Ils les font eux-mêmes, ou alors ils prennent un entrepreneur du bâtiment, mais c'est cher. D'accord. Et vos clients, en tant que décoratrice, vous allez les rencontrer comment? Et vous allez faire un site internet. Alors, le milieu de la déco, c'est des gens riches. Il faut fréquenter des gens riches. C'est tout. Si vous n'avez pas des amis
que vous n'avez pas l'intention d'aller faire les vernissages ou d'aller jouer au golf, vous allez avoir du mal à vous faire une clientèle. Et ça, quelquefois, les gens n'en ont pas conscience, hein. Et dans d'autres milieux, ça va être autre chose. Mais en tout cas, votre réseau professionnel, ça va être aussi vos futurs clients et votre réseau personnel, professionnel, vos connaissances. Ça va être des prescripteurs aussi, des gens qui vont vous envoyer des clients, hein. Donc, quelquefois, c'est difficile de, voyez, de passer, de reconstruire complètement un réseau. Ça peut être au contraire très utile de s'appuyer sur le sien, hein, et d'avoir un projet qui soit en lien avec celui-ci. Vos activités extra-professionnelles peuvent aussi beaucoup vous aider. Et quelquefois, pour des entrepreneurs, moi je leur dis, c'est un métier aussi, hein. Allez justement jouer au golf si vous avez besoin de clients riches, ou aller faire du foot ou je ne sais quoi si vous allez travailler dans le milieu sportif ou dans... Eh ben, ça fait partie de votre job. C'est du réseau et c'est des heures que vous allez passer qui vont être très utiles. Et puis, bien entendu, le lien aussi, enfin, vous faites le tour de tout ça en fin de compte, hein, de toute la personne, sous ces différents aspects, et pas juste professionnel au sens strict, hein. Ses aptitudes, ce qu'elle a envie de développer, sa motivation. Et quelquefois, on peut être très surpris, hein. Vous avez des gens qui passent. Là, nous, on a eu j'ai travaillé avec un monsieur qui a travaillé dans l'industrie automobile toute sa vie à un poste d'opérateur et qui maintenant fait des bijoux en fil de fer, mais des choses mais absolument magnifiques. Il s'est lancé à 55 ans passés et il a un don et il en vend énormément. Alors, on pourrait croire qu'il n'avait rien à voir avec ces sujets-là. Bon, voilà. Quelquefois, vous voyez, il faut aussi garder l'esprit ouvert. Il est 18h40, on va accélérer un petit peu parce que normalement on est censé passer aux questions-réponses On y dans 5 va. minutes. Dans 5 minutes, passe-moi quelques slides. Ça, on l'a vu. C'est à peu près ce que je vous ai Ok, dit. très Euh, bien. et on va Eh terminer ben, sur la cohérence. Et ça, je te laisse peut-être la parole, Mathieu. eh bien, alors, sur la cohérence, moi je pense que je vais faire le lien avec la partie d'avant qui était sur la partie diagnostic. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent avec, bref, un projet, s'ils ont un projet, mais globalement, ce qu'il y a d'intéressant, moi ce que j'ai trouvé toujours de très intéressant dans mes accompagnements, mais c'est un peu ce que tu disais Alexandra, c'est leur capacité à se mettre en mouvement. Alors, votre capacité à les mettre en mouvement, elle est très importante et ça s'apprend. Il y a des méthodes. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais c'est évidemment important. Mais la capacité de l'entrepreneur à lui-même se mettre en mouvement et à avancer, à faire des choses, à trouver des solutions au lieu de trouver des problèmes, eh bien ça différencie quand même des typologies de personnes différentes. Et donc, du coup, un des indicateurs, parce que je sais très bien comment ça se passe, le métier de conseiller, à un moment ou à un autre, on vous demande de juger de la pertinence ou de la non-pertinence d'un projet, très souvent. C'est pas une obligation, mais il y a quand même beaucoup d'accompagnements où à un moment ou à un autre, on est obligé de donner son avis sur le projet d'un porteur de projet. Moi, très clairement, un des indicateurs les plus pertinents dans, entre guillemets, le succès d'une entreprise très très tôt, c'était cette capacité de mise en mouvement. Je demande des choses ou je recommande de faire des choses. La personne va faire ces choses, voire elle va aller plus loin, voire elle va trouver d'autres choses à faire. Mais elle va pas rester dans l'immobilisme. Après, comme disait Alexandra tout à l'heure, on peut tout à fait mettre parfois un petit peu de temps à se débloquer, hein. Souvent, ça intervient après une fin de contrat, des choses comme ça. Donc, on est dans une phase qui n'est pas toujours parfaite pour pouvoir se remettre en mouvement. Mais la mise en mouvement de l'entrepreneur à terme, alors quel horizon vous lui donnez, c'est à vous de décider, eh bien, moi, je trouve que c'est un des éléments les plus intéressants. Adéquation personne-projet. Bon, adéquation personne-projet, et je crois que derrière, on fait le profil du porteur de projet. Non, c'est voilà, c'est ça. Eh bien, en fait, c'est relativement simple. Évidemment, est-ce que l'on est en phase? Est-ce que le porteur du projet, il est en phase avec son projet? Moi, j'ai eu l'exemple, par exemple, de personnes qui voulaient ouvrir quelque chose pour accompagner les défunts. Enfin, voilà. Et je leur dis, bah, qui va aller rencontrer les familles, tout ça.
Et là, ils me regardent tous les deux. Je me rappelle trop bien de cette scène là dans mon bureau. Et ils me disent, mais jamais, enfin, on n'ira jamais, tout ça. Et les deux, hein, c'était unanime. Et donc, du coup, 2 semaines après, je les revois et je leur dis, bah alors, on fait quoi, tout ça? Bon, bah, ils sont passés sur autre chose. Et d'ailleurs, ils ont créé une boîte qui fonctionne très bien, mais rien à voir avec celle-ci. Donc, l'adéquation personne-projet, elle est importante. Et évidemment, il faut qu'on soit aligné avec ce projet parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile tous les jours et si on n'est pas aligné, ça va être encore plus compliqué. Voilà, on va avancer un petit peu. Je sais pas si tu veux qu'on parle. Oui, bon, Ça, j'en on ai en a parlé un parlé petit en peu. fait, hein. Voilà, Ça on va du récapitule, coup. mais ouais, ouais, ouais. Est-ce que À la tu fiche qu'on va veux. vous envoyer, voilà. Alors ça, on n'a pas besoin de la détailler maintenant, mais cet On la petit détaille pas. outil-là peut vous donner des idées de questions à poser justement hein, pendant ces entretiens de diagnostic. Et c'est vrai que surtout quand on démarre hein, dans l'accompagnement, c'est bien utile de pouvoir se reposer sur ce genre de documents. Adéquation personne-compétence, bon, c'est un Même peu chose. semblable. On va continuer. Est-il possible de valider la faisabilité d'un projet? On va s'arrêter quand même un petit peu sur ce point-là parce que c'est un point important. Je te laisse prendre la main, Alexandra, et puis je complète. Bah, là-dessus, hein, je pense au mot d'un grand investisseur qui s'appelle Oussama Ammar, qui a été pas mal controversé ces derniers temps, qui a fait pas mal de bêtises, mais enfin qui a quand même brassé des millions et qui a lancé de très belles startups. Et lui-même, qui est quand même très reconnu dans le milieu, disait, moi, en fait, je ne sais pas si un projet va marcher. Je peux pas savoir. Souvent, j'arrive à savoir quand ça va se planter, et encore, mais en tout cas, je ne peux pas dire qu'un projet va marcher. C'est vraiment pas facile. Même les meilleurs, même ceux qui mettent leur argent dedans, n'y arrivent pas toujours. C'est Et c'est toute la complexité, évidemment, par rapport aux demandes qu'on peut avoir dans certains marchés, dans certains appels à projets, enfin bref, où on doit se prononcer sur la faisabilité d'un projet ou d'un autre, donner le droit de vie ou de mort sur un projet, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Une manière de retourner la situation, c'est de les mettre en mouvement et puis de les mettre devant leurs responsabilités, comme je disais un exactement. petit peu avant. Et de valider une démarche, en fait. Dire, OK, cette démarche-là, elle est bonne. La personne, elle a la bonne démarche, elle a posé des actions, elle est allée à la rencontre de ses concurrents, de ses clients, enfin, de ses futurs clients, de ses prescripteurs, elle a formalisé les choses, voilà, elle s'est mise dans une bonne démarche entrepreneuriale. Mais le projet lui-même, c'est plus compliqué, c'est sûr. Et Mm. puis voilà, là on donne cet exemple. Mais évidemment, il y a aussi des projets dont on se dit mais c'est complètement farfelu. D'ailleurs, le créateur lui-même, hein, il n'avait peut-être pas trop d'idées de comment ça allait être monétisé, tout ça, à terme. Aujourd'hui, il le sait très bien. Hein. Mais voilà, personne en fait ne pouvait juger de ce projet-là au départ. Quels sont les aspects à valider sur un projet? Il y en a un grand nombre, juridique, technologique, commercial, organisationnel, économique. Je ne sais pas ce que tu voulais dire sur Alors, ce point. là-dessus, c'est vrai que enfin, c'est la même chose. Hein. Une vraie formation de conseil en entrepreneuriat vous donne les outils pour travailler sur ces sujets-là. Hein. Alors, sur la faisabilité technologique, généralement, il vous faut des experts. Et d'ailleurs, même les fonds d'investissement hein, prennent des experts là-dessus hein, pour challenger. Mais au moins, vous pouvez voir si la personne sait en parler. Vous ne pourrez pas Oui, toujours en puis juger. moi d'ailleurs, ce que je fais souvent sur ce point-là, c'est que je les renvoie vers leur père, enfin tout simplement, Exactement. enfin c'est-à-dire allez voir un expert ou deux experts de votre secteur. C'est pareil, c'est une petite épreuve, mais il faut savoir la franchir pour en discuter. Si le porteur de projet n'arrive pas à le faire, bon, c'est pas éliminatoire, mais c'est vrai que c'est quand même un moyen de valider ou d'invalider aussi des hypothèses. Du coup, le renvoyer vers un pair qui va avoir un avis éclairé sur la situation peut être intéressant. Oui, oui, tout à fait. Non, non, ça c'est vrai que c'est un bon moyen de faire également. Il faut être Euh, créatif hein, dans dans les ouais, moyens de. c'est ça. On avance. Vas-y, je te laisse conclure sur ce point. Bah, on conclut simplement là-dessus. Et c'est vrai que la phrase est assez jolie hein, et va nous laisser un petit peu de temps pour prendre vos questions. C'est vrai que le chemin est beau hein, de toute façon dans l'entrepreneuriat. Même en cas d'échec, le chemin est beau. Et on Oui, apprend toujours beaucoup de choses. Donc, moi je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des regrets a posteriori.
C'est-à-dire, enfin, j'en connais pas d'ailleurs même, pourtant j'en ai quand même croisé beaucoup, mais globalement des personnes qui se disent a posteriori, ah, j'aurais jamais dû me lancer ni quoi que ce soit, c'est vraiment extrêmement, extrêmement rare C'est parce que vrai. c'est très formateur, c'est une vie à 10 000%, donc c'est vrai que c'est intéressant. On n'a pas encore terminé, il nous reste encore quelques slides, on va continuer. Et on voulait vous présenter très très brièvement une méthode qui est très très simple, mais qui fonctionne bien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi quand j'ai commencé en accompagnement il y a 15 ans, globalement, ce qu'on m'apprenait, c'était d'appréhender le projet d'un entrepreneur de manière assez linéaire. Études de marché, offres, financier, stratégie, juridique, enfin peu importe d'ailleurs. Et puis très rapidement, nous, on s'est rendu compte que ça marchait, c'était pas très efficace comme méthode. Et donc, on a modélisé chez Creatif, alors c'est un grand mot hein, pour vous voir ce que vous allez voir derrière, on appelle ça la méthode à spirale ou escargot chez nous, pour les intimes. Mais en gros, c'est simple, avec ce petit schéma, je pense que vous comprendrez mieux. Au lieu d'appréhender un projet étape par étape, c'est-à-dire je vais rentrer sur l'offre et puis je vais aller au bout de mon offre et puis ensuite je vais passer à l'étude de marché ou au modèle économique, peu importe, eh bien je vais faire une première passe sur l'offre, une première passe sur l'étude de marché, une première passe sur le modèle économique, une première passe, bon bref, et je vais itérer, revenir en arrière parfois parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile quand on n'en a pas trop fait. Donc du coup c'est une manière assez efficace pour en plusieurs passes d'arriver à un résultat. Et je vais vous donner deux, trois exemples. Alors, exemple numéro un, l'exemple typique, j'aime bien mon ingénieur comme exemple parce que mon ingénieur, il a souvent un profil assez typique qui est focus, très orienté produit, très offre. Et il va arriver du coup, lui, il va rentrer là sur l'offre. Il va rentrer sur l'offre, il va se dire, voilà, moi, je suis certain qu'une entreprise, si l'offre elle est géniale, si l'offre c'est la meilleure, mon entreprise elle va réussir. C'est un prisme qu'il a et vous allez devoir composer avec sa perception de ce qu'est une entreprise. Des personnes qui ont eu plusieurs rôles dans une entreprise, même salariés, savent très bien qu'évidemment, c'est pas l'offre, en tout cas pas que l'offre, qui fait le succès d'une entreprise. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes hein, qui sont morts, malheureusement, sans avoir eu de leur vivant aucune reconnaissance. Donc du coup, un entrepreneur, un nouvel entrepreneur qui aurait un profil ingénieur, par exemple, il va arriver et il va travailler sur son offre pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Et puis, au bout d'un moment, il va lancer son projet et il va rien se passer du tout parce qu'en fait, son projet, il n'a pas été travaillé dans sa globalité. Et donc, ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. La probabilité que ça fonctionne, ce serait vraiment une chance inouïe. Donc, en fait, le conseiller qui accompagne l'entrepreneur, il va devoir accepter que son entrepreneur en face de lui, il ait cette perception, mais il va devoir arriver à lui faire comprendre qu'il n'y a pas que ça dans un projet d'entreprise et qu'il va falloir valider des aspects juridiques, des aspects financiers, des aspects d'acquisition, comment on trouve des clients, du price, comment on va fixer ses prix, etc., etc., etc. Alors là, j'ai donné l'exemple de l'ingénieur, mais on pourrait vous donner l'exemple du commercial. En fait, il y a des profils types comme ça qu'on retrouve partout et qui ont toujours un prisme sur une brique de l'entrepreneuriat. Et le problème de toutes ces personnes-là, c'est que ils ne vont que très rarement avoir une approche complète de toutes les problématiques de l'entrepreneuriat. Avoir un profil rond, ça n'arrive presque pas. En fait, ça, c'est des profils, un profil rond, quelqu'un qui est en mesure d'appréhender tous les aspects d'un projet très très rapidement. Ça, c'est des entrepreneurs qui ont déjà réussi ou qui savent comment fonctionne vraiment très bien une entreprise. Mais un entrepreneur qui démarre, il va rentrer par ses forces. Donc pour l'ingénieur, l'offre, pour le commercial, la vente, et c'est très bien hein, de travailler sur de partir de ses forces pour se mettre en mouvement, ça c'est une très bonne chose. Mais par contre, il ne faut pas rester trop trop longtemps sur cette partie-là et appréhender tous les autres aspects le plus rapidement possible pour éviter que 6 mois après, on se retrouve avec un point de blocage qu'on ne puisse pas lever, parce que c'est ça qui est dramatique, c'est que on travaille sur l'œuf, sur l'œuf, sur l'œuf, et puis au final, 6 mois, un an après, on se rend compte que sur le juridique, il y a un point de blocage qui est fondamental et qu'on ne peut pas dénouer par exemple, ça arrive, hein. Alors que si dès le début il y avait une première passe sur les aspects juridiques, on se serait rendu compte tout de suite qu'il y avait un petit problème et peut-être qu'on aurait trouvé une solution, même peut-être en adaptant l'offre d'ailleurs, parce qu'en fait tout est imbriqué, c'est ça la problématique.
Il est 18h55. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, enfin, on pourrait passer des heures là-dessus. Mais on va prendre quelques questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un, Juliette, Morgane, PO. Bien sûr que je suis là. Ah, pardon. Alors, on Alors a une... peut-être la formation oui, tu très peux la présenter rapidement. un petit peu, ouais. On a une formation qui est certifiante, donc reconnue par France Compétences sur l'accompagnement des conseillers en création d'entreprise depuis 3 mois. Enfin, elle n'était pas certifiante avant, elle existait déjà, qui fonctionne extrêmement bien. Donc évidemment, si vous voulez voir tout ça en détail, cette formation est parfaitement adaptée à cette problématique. Vas-y, On va Juliette. vous mettre le programme, le lien de la formation avec le programme dans le chat. Paul et Morgane vont vous mettre le lien dans le chat. Et sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous avec Caroline, qui est la responsable de cette formation. Et qui a construit aussi cette formation et qui pourra vous donner plein de détails sur la formation et aussi vous donner des pistes pour comment faire financer cette formation, sachant qu'elle est bien sûr éligible au CPF. Et c'est une formation qui est certifiante, donc j'insiste bien là-dessus. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Paul et Morgane vont mettre le lien de la formation et le lien pour prendre rendez-vous avec Caroline. Ils y sont déjà dans le Super. chat. Et ben voilà, Merci, vous avez accès au chat et voilà. On a une petite question de Valérie. Je débute et j'ai du mal à trouver des clients à accompagner. Comme vous dites, ils n'ont besoin de rien à part de recruter. Comment trouver des prospects? Alors donc du coup, vous êtes conseiller, vous cherchez des clients, c'est ça? Enfin, si j'ai bien compris. J'ai du mal à trouver des C'est clients à accompagner. c'est toute la problématique. Alors, c'était pas l'objet de la conférence, mais je vais y répondre quand même. Euh, euh, je pense que sur ces sujets-là, il y a quand même beaucoup d'organismes qui ont des marchés, et je pense qu'il faut travailler en sous-traitance hein, sur ce genre de marché. Après, sinon, vous pouvez créer un créatif, comme j'ai pu le faire il y a 15 ans, mais il y a un petit peu de travail quand même. Ah bon? Est-ce qu'il y a une question de Sylvain? Est-ce que cela veut dire qu'en tant qu'accompagnant, pardon, nous ne devons pas faire les documents du business plan pour les porteurs de projets? Je trouve que c'est une valeur ajoutée. C'est un autre Ah bah, métier, si vous savez, moi je dirais quand même. moi, ça me choque pas si on Mm. enfin, si on accompagne une fois de plus l'entrepreneur à le faire, mais une fois de plus, vous l'aidez pas, enfin, ce que tu allais dire Alexandra, vous l'aidez pas à lui faire en fait. Une fois de plus, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait les choses. S'il ne fait pas les choses, demain, il n'avancera pas. Enfin, donc, vous êtes obligé de le mettre en mouvement. Donc, plus vous en faites pour lui, plus vous l'habituez à rester dans une certaine mauvaise dynamique en fait, parce que demain vous serez plus là. Donc si c'est pas possible autrement, bah, vous pouvez l'aider, mais une fois de plus, c'est encore mieux si vous pouvez arriver à le faire lui-même. Il y a une autre question sur la légitimité. Comment on peut accompagner des entrepreneurs alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas entrepreneurs? Alors, c'est une bonne question, surtout que chez Creactive, comme vous savez, tous nos formateurs sont eux-mêmes des entrepreneurs. Euh, il y a deux sujets. On peut accompagner un entrepreneur, l'orienter, le motiver et sans forcément avoir été entrepreneur. Et après, il y a certains sujets où on va avoir ses limites, c'est une évidence. Euh, mais on peut déjà faire beaucoup de niveaux. Là, quand vous avez vu là sur la spirale, les premiers niveaux, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau entre guillemets entrepreneur de mon point de vue. Alexandra, tu as peut-être un autre avis? Bah, en fait, alors, pour accompagner des entrepreneurs en exercice, je trouve que c'est plus difficile. Et d'ailleurs, les questions qu'il y avait tout à l'heure, là, ils veulent rien sauf recruter. Je pense qu'il s'agissait d'entrepreneurs en exercice. Pour accompagner des porteurs de projets, ça dépend des étapes. Sur les premières étapes, je pense que c'est pas forcément indispensable. Et il y a des très bons conseillers en entrepreneuriat qui n'ont jamais entrepris eux-mêmes. Après, tout est question de personne. Je pense que c'est quand même plus facile. Il y en a quand même beaucoup qui ont une expérience hein, dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, Ça peut être une micro-entreprise, ça hein, peut être une et puis d'ailleurs, micro-entreprise, ça une peut être aussi... association, ça Oui, peut être en fait, ça n'est pas forcément une société ah oui, bien comme on sûr. peut l'imaginer, hein. Enfin, donc, il y a plein d'expériences entrepreneuriales. Mais c'est certain qu'une fois qu'on est passé par là, on comprend un petit peu plus tous les aspects. Mais pour un premier stade, c'est pas une obligation, hein, enfin très clairement.
euh, au bout d'un moment, vous allez devoir réorienter, très clairement, de mon point de vue. Parce que ça apporte, enfin, vous aurez des limites, mais vous avez de quoi faire beaucoup de choses déjà avant de réorienter. Oui, Et oui, alors, je ça vais c'est. avoir une dernière question parce que on est déjà au bout de la conférence. Est-ce que la méthode spirale remplace le BP? Non, elle remplace pas le BP, elle permet d'avancer sur le BP. Enfin, quelque part, le BP, alors, le business plan, c'est un outil structurant dans le projet, mais c'est exactement ça, hein. Vous prenez votre BP, il y a 8 grandes parties en fonction de la manière dont vous le faites. Eh bien, au lieu de l'appréhender par 8 blocs, eh bien, vous divisez chaque partie en trois, un niveau, on va dire, basique, un niveau un peu plus important, un niveau parfait, et vous allez faire la première couche de tous ces aspects avant de passer à la suivante. C'est ça l'objectif. Donc en fait, on ne remplace pas le business plan, mais par contre, on y arrive un peu différemment. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup Mathieu et Alexandra pour cette présentation conférence destinée aux professionnels de l'accompagnement entrepreneurial. J'espère que ça vous aura donné des pistes pour mieux accompagner vos porteurs de projets. En tout cas, on sera ravis de vous retrouver en formation. C'est une super formation, honnêtement. Donc, allez-y. Et puis, on sera ravis aussi de vous donner plein d'infos. Donc, prenez rendez-vous avec Caroline. Et puis, sinon, on vous dit à très vite. Merci Et je beaucoup. crois qu'on envoie des outils, c'est ça? Il y a Oui, quelques outils qui vont être envoyés là prochainement à tous les conseillers qui ont assisté à la conférence. c'est Donc ça. On va voilà. vous donner des petites ressources gratuites pour avoir des pistes en plus de la conférence. Et puis, bien sûr, vous recevrez les supports et les replays. Demain pour les présentations et la semaine prochaine pour les replays. Voilà. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci À beaucoup à bientôt. tous. Merci, au revoir. Au Merci Juliette, revoir. merci Alexandra. Merci. Au Merci. Au revoir, revoir. à Merci bientôt. Mathieu.